Bonjour à tous. Mon nom est Suzy Saint-Cerny, je suis chercheure à la chaire en fiscalité et finances publiques. Donc, heureuse de vous accueillir pour vous présenter ce que l'équipe de la chaire aura retenu de l'exercice budgétaire du gouvernement du Québec qui s'est tenu hier. Donc, juste avant de passer la parole à Luc qui va vous faire la présentation, je tenais encore une fois, et c'est important, à remercier l'ensemble de l'équipe de la chaire qui a travaillé fort sur ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Si Luc est en avant pour vous le présenter, derrière lui, il y a toute une équipe qui a travaillé en effet extrêmement fort, sans qui ça serait pas possible. Donc, c'est important de le souligner. Oui, Luc, mais donc... a mis les noms devant, là, c'est parfait. Donc, c'est tout. Sinon, juste pour vous dire qu'à la fin, il devrait rester quelques minutes pour une période de questions que je vais animer à ce moment-là. Donc, d'ici là, je cède la parole tout de suite à Luc. Vas-y, Luc. Parfait, merci, Suzy. Alors, bonjour tout le monde. Alors, bien heureux, encore une fois, de prendre la parole avec vous pour vous parler du budget. Dans ce cas-ci, le budget du Québec, qui est quand même assez volumineux. Et donc, on va passer à travers ça pour vous montrer un peu l'exercice ou le regard ou la synthèse que nous en faisons. Alors, comme Suzy l'a dit, merci à toute l'équipe, effectivement, là, qui a participé à cet exercice-là. La présentation va être séparée en quelques rubriques. Donc, d'abord, un survol un peu des éléments de nature plus économique, les éléments un peu plus avec leur effet sur les finances publiques. On va regarder les mesures à caractère fiscal, notamment, et qui touchent les particuliers et celles qui touchent par la suite les sociétés. On va regarder s'il y a d'autres éléments à prendre en compte et nous allons donc conclure. Donc, si on regarde les faits saillants que nous retenons concernant l'économie. Premièrement, ce qu'on peut voir, c'est du côté des perspectives économiques, la croissance du PIB réel pour l'année 2023, qui est terminée, est assez faible. Pour l'année 2024, qui est en cours, on parle d'une croissance d'à peine 0,6 %. Et là, vous voyez par la suite, 2025, on est à 1,6 % et on reprend par la suite à une perspective là, de croissance naturelle de l'économie en dollars réels de 1,7 % pour les années 2026 et suivantes. Bon, si on avait regardé le PIB nominal, on serait plus autour de 4 % de croissance en 2024 et un petit peu moins là, en 2025. Maintenant, comment a évolué cette croissance économique-là? Je vous disais déjà 0,2 % pour 2023, 0,6 % pour 2024. Mais si on regarde par rapport au budget de l'année dernière, donc un an à peine, on s'aperçoit que c'est vrai qu'il y a un ralentissement économique. Donc, la croissance en 2023 est plus faible, 3 fois plus faible que ce qui avait été escompté, qui était déjà pas très fort. Et si on regarde pour 2024, ben là, on s'aperçoit que la croissance est encore une fois là, moitié moindre, un peu plus même, là, que ce qui était prévu il y a un an à peine, puis on retrouverait pour 2025 à peu près la prévision qui avait été faite il y a un an. Donc, croissance économique plus modérée qu'anticipée il y a un an. Si on va voir dans le budget, maintenant, il mentionne un scénario alternatif où il y a un scénario plus faible parce qu'on parle quand même de possibilité de récession. Donc, vous voyez en rouge les taux de croissance du PIB qu'on observerait. Le bleu, c'est les taux que je vous ai déjà présentés. En rouge, ce serait les taux de croissance qu'on observerait dans un scénario alternatif de récession. Donc, récession en 2024. Au lieu d'avoir 0,6 de croissance économique réelle, on tomberait à négatif 0,5. On aurait une croissance, encore une fois, un peu moindre en 2025, mais vous voyez, on le rattraperait là, en 2026 et 2027 avant de retomber sur notre tendance naturelle. Donc, ça, c'est perspective économique. On a décidé, ou on a choisi de vous présenter aussi comment se compare la prévision pour l'année 2024 du gouvernement du Québec, donc le ministère des Finances, toujours le même 0,6 qui apparaît en bleu, par rapport à la moyenne du secteur privé. Mais c'est quand même plus élevé, le 0,6, que la moyenne du secteur privé qui n'est qu'à 0,4. Et vous pouvez voir, du côté du secteur privé, le plus faible est à négatif, donc il est en situation de récession, est en négatif 0,1 négatif,
Et le scénario le plus fort d'un des prévisionnistes, c'est 0,8 et la moyenne nous donne 0,4. Donc, ça montre un peu l'écart entre la prévision faible et forte, montre un peu le niveau d'incertitude dans les perspectives actuelles économiques. Si on va maintenant du côté de l'inflation, plutôt que de regarder la croissance économique, on passe à l'inflation. Encore une fois, on fait une comparaison entre ce qui était prévu au budget de l'année passée versus ce qui apparaît au budget de cette année. Je vous rappelle que la cible d'inflation de la Banque du Canada, c'est 2 %, c'est la ligne en pointillé. Donc, pour 2023, l'inflation était plus forte que ce qui était anticipé dans le budget de l'année passée. C'est encore le cas pour 2024. Donc, on anticipe maintenant une inflation de 2,8 %. Mais 2,8 %, c'est dans la fourchette de la Banque du Canada qui dit que l'inflation doit être à 2, mais entre 1 et 3, à vrai dire. Et donc, à 2,8, on est dans la fourchette de la Banque du Canada en termes d'inflation. Et vous voyez, en 2025, on est presque à la cible, on est à 2,2 et par la suite, on reviendra à la cible d'inflation de 2 %. Donc ça, c'est du côté comparaison du budget de cette année et de l'année passée par rapport à l'inflation. On fait le même exercice par rapport à comparer le budget de cette année à celui de l'année passée à l'égard de la création d'emplois. Donc, dans l'économie québécoise, on prévoyait l'année passée des créations d'emplois, puis on s'aperçoit que pour 2023, 2024, 2025, on observe plus de créations d'emplois anticipées ou réalisées pour 2023 que ce qui était prévu dans le budget de l'année dernière. Donc, on dit que l'économie roule au ralenti, mais d'un autre côté, il y a plus de créations d'emplois. Donc, ça, faut le garder en tête. Mise en chantier, même chose. Qu'est-ce qui est prévu comme mise en chantier? On parle beaucoup d'habitation, mais qu'est-ce qui est prévu dans le budget de cette année versus qu'est-ce qui était prévu dans le budget de l'année passée? Mais encore une fois, pour 2023, pour 2024, il y a moins de mise en chantier qui s'y était escompté l'année passée. Pour 2025, il y en a un peu moins, mais là, vous voyez quand même qu'on n'est pas à des écarts qui sont très grands. Donc, et pour les autres années, on est à peu près aussi là, au montant qu'on avait, au nombre qu'on avait fixé dans le budget de l'année précédente. Ici, c'est le ministère des Finances du Québec, mais qui fait une projection ou une anticipation de quel sera le taux directeur de la Banque du Canada. Ce n'est évidemment pas le gouvernement du Québec ni le ministère des Finances qui décide de quel sera le taux directeur, mais il y a une anticipation de taux directeur. Et vous voyez qu'il y a 4 baisses de 0,25 points de base pour l'année 2024 et qu'il y en aurait 3 autres baisses de prévues pour 2025. Donc, on parle de 7 baisses dans les 2 prochaines années à l'égard du taux directeur de la Banque du Canada. C'est ce qui est intégré dans le modèle économique du gouvernement du Québec. Ça fait le tour des principaux éléments considérés du côté économique. Maintenant, comment ces éléments-là économiques se répercutent avec d'autres éléments, évidemment, mais se répercutent sur les finances publiques. Alors, du côté des finances publiques, pour commencer, il est bon de faire un rappel. Donc, il y a une nouvelle loi sur l'équilibre budgétaire, nouvelle loi qui a été abondamment discutée dans les années passées parce qu'elle avait été suspendue. On avait dit on va la moderniser, on en a parlé longuement. Et à l'automne dernier, le gouvernement a présenté, dans le cadre d'un projet de loi mettant en œuvre le budget du Québec, donc une loi pour tout qu'on pourrait appeler, là. Donc, il y avait la modernisation de la loi sur l'équilibre budgétaire. Donc, cette nouvelle loi-là, elle a été sanctionnée en décembre 2023. Et donc, c'est vraiment, on a remplacé l'ancienne loi par la nouvelle. Dans les principaux changements, c'est on abandonne les notions de réserve de stabilisation. On permet le déclenchement de présenter un plan de retour à l'équilibre lorsqu'un déficit est constaté au compte public et qui est supérieur au versement que nous avons fait pour la même année au Fonds des générations. Donc, c'est un peu ce qui s'est produit. J'y reviens. Et on doit présenter dans ce cas-là un plan de retour à l'équilibre dans le budget qui suit ou dans le deuxième budget qui suit. Et le plan doit toujours être fait sur un horizon de 5 ans. Donc, quand on présente un plan, ben, l'année 5 doit être équilibrée. Donc, il faut garder ça en tête. Et donc, dans ces
en prenant en compte ces éléments-là, comme la nouvelle loi a été sanctionnée en décembre, comme il y a eu des comptes publics qui ont été présentés après, qui montraient que l'année 2022-2023 était déficitaire et que les déficits étaient constatés étaient supérieurs au versement au Fonds des générations, bien, le ministre va devoir présenter un plan. Il aurait pu le présenter dans ce budget-ci. Il a fait le choix qu'il va le présenter dans le budget suivant. Donc, budget de mars 2025, on aura une meilleure idée de quelle sera la marche à suivre et la hauteur des déficits pour retrouver l'équilibre budgétaire en 2029-30 au plus tard. Ça, c'est les déficits qui sont projetés dans le budget, dans le cadre financier qui a été présenté hier. Donc, un déficit de 6,3 milliards pour l'année qui se termine dans quelques semaines, un déficit de 11 milliards pour l'année qui débute au 1er avril. Et vous voyez 11 milliards, 8,5, 4,2, 3,9, 3,9. Et donc, on est dans un horizon de déficit quand même significatif. Et il n'y a pas, dans le cadre financier présenté hier, de retour à l'équilibre budgétaire dans l'horizon 2028-29. Ça se ferait l'année suivante. Il y a une mention de retour à l'équilibre, mais il n'est pas intégré à l'intérieur du cadre financier. Bon, on a souvent entendu dire à 11 milliards, est-ce que c'est le plus gros déficit que le Québec a constaté? En dollars absolus, la réponse est oui. C'est même un peu supérieur au déficit qu'on avait constaté lors de l'année pandémique 2020-2021. Mais je vais vous montrer ici d'abord du côté gauche du graphique. C'est vrai qu'en 2020-2021, on avait un déficit de 11,8 milliards, donc un peu moins que le 10,8 milliards, donc un peu moins que le 11 milliards qu'on présente pour l'année qui va débuter au 1er avril. Cependant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est dans ce déficit-là, on tient compte des versements au Fonds des générations parce qu'ils viennent augmenter le déficit. Et les versements qui avaient été faits en 2020 étaient plus grands, 3,3 milliards versus 2,2 milliards. Et on s'était servi aussi, ça avait été commode en 2020, il y avait des demandes de la vérificatrice générale de modifier les normes comptables qui avaient pour effet de, lorsqu'on faisait les changements de la comptabilité gouvernementale, bien, ça avait un effet d'aggraver le déficit, là, notamment dans l'année où on faisait le changement. Et ça comptait pour 3 milliards, si bien, pour l'année 2020, si bien que lorsqu'on regarde les déficits liés aux activités gouvernementales, bien pour l'année pandémique, il était de moins de 4,5 milliards, alors que pour l'année qui s'amorce au 1er avril, les déficits liés aux activités seront de près de 8,8 milliards. Donc, sous l'angle des déficits liés aux activités, déficit beaucoup plus important pour l'année qui s'amorce que pour l'année pandémique. Et vous le voyez du côté droit, si on tient seulement compte des déficits liés aux activités, bien, le déficit est 50% plus important en proportion de l'économie en 2024-25 qu'il ne l'était en 2020-21. Donc, 1% du PIB versus 1,5%. Là, on va se ramener à dire, oui, mais au-delà de l'absolu, si on revient au déficit de 11 milliards, si on le regarde en proportion de la taille de notre économie, ce n'est évidemment pas le déficit le plus important. Donc, le déficit pour 2024-25, ici, bien, vous voyez, il est à 1,9% de la taille de notre économie, du PIB. En 2020-21, si on prend l'ensemble du déficit que je vous ai montré lié aux activités, l'élément lié aux normes comptables puis les versements au Fonds des générations, on aurait été à 2,4%. Puis sinon, vous voyez qu'avant l'application de la loi sur l'équilibre budgétaire, bien, il y a eu plusieurs moments où on a observé des déficits en proportion de notre économie qui étaient plus importants que ce qu'on observe présentement. Bon, j'avance toujours sur la notion de solde budgétaire et tantôt, je vous ai montré, il y a un scénario de récession qui est présenté dans le budget. Si jamais il y avait une récession, la croissance économique sera moindre, mais les déficits seraient plus élevés. Et là, vous voyez ici, bien, si jamais il y avait une récession, pendant toute la durée du cadre financier, on aurait des déficits budgétaires plus importants que ceux présentés. Je vous rappelle, le scénario, c'est celui de référence qui doit être analysé, mais on a quand même un impact mesuré de si jamais il y avait la récession dont je vous parlais tout à l'heure.
Ici, ce que je vous présente, c'est toujours le solde budgétaire au sens de la loi sur l'équilibre budgétaire. Je vous présente les déficits présentés hier dans le budget 2024 par rapport aux déficits anticipés dans le budget 2023 il y a un an à peine. Et si on totalise les déficits du cadre financier présentés hier par rapport aux déficits totalisés qui ont été présentés il y a un an, on a 28 milliards de déficits de plus présentés dans le cadre financier d'hier. Donc, il y a vraiment des déficits plus importants et qui perdurent plus longtemps. C'est quand même bon de le signaler. Maintenant, qu'est-ce qui a causé le passage de, si je reviens ici 2 instants, on prévoyait un déficit grosso modo de 3, on a un déficit de 11. Qu'est-ce qui a fait qu'on passe de 3 à 11 milliards de déficit? Quelles sont les composantes qui peuvent expliquer cette dégradation budgétaire-là? Donc, on l'a décortiqué et il y en a 1,3 milliard qui s'expliquent par les bénéfices des sociétés, des entreprises du gouvernement, donc notamment Hydro-Québec et l'Auto-Québec, SAQ, donc qui ont eu des bénéfices moindres au total de 1,3 milliard. Il y a d'autres ajustements aux revenus par une croissance économique moindre. Du côté des dépenses additionnelles, notamment les nouvelles conventions collectives, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les nouvelles initiatives du gouvernement. Donc, vous voyez, et ainsi de suite. Et on arrive à, donc, un déficit qui était de 3, et ça va à un déficit qui est de 11 milliards. Je vous ai parlé brièvement dans la diapo précédente, dire qu'il y a des nouvelles initiatives. Les nouvelles initiatives contenues dans le budget d'hier sont à la hauteur de 8,8 milliards. Mais on a des économies liées à certaines optimisations de l'État pour 2,3 milliards. Et donc, au net, on est à 5,9, 2,1, pardon. J'ai du mal à le voir, l'optimisation. Mais au net, on parle de hausse nette des nouvelles initiatives de 5,9 milliards qu'on peut voir principalement en santé et services sociaux. Bon, je vous ai parlé d'optimiser l'action de l'État. Le gouvernement a dit, on va essayer d'optimiser. Donc, il y a eu déjà dans le budget d'hier, on va y revenir dans les mesures fiscales plus loin, mais il y a eu une révision de certaines aides fiscales aux entreprises, notamment celles liées au salaire dans Nouvelle Économie, Multimédia et Cinéma. Il y a une demande qui a été formulée à l'intérieur du budget pour que les entreprises du gouvernement aient un effort d'optimisation. On veut aller chercher pour la première année 100 millions, 200 millions la deuxième année, 300, 400, donc 1 milliard sur 4 ans, quand même significatif. On poursuit en termes d'optimisation en luttant contre le tabagisme, en assurant une meilleure équité et intégrité du régime fiscal. On y revient également plus loin dans les présentations des mesures fiscales. Et on a annoncé dans le budget d'hier que dès ce printemps, le gouvernement était pour analyser les dépenses budgétaires et les dépenses offertes par le régime fiscal pour nous conduire au budget de mars 2025, lorsqu'ils présenteront le plan de retour à l'équilibre avec le résultat du fruit de leur examen des dépenses gouvernementales et pour voir si c'était pour contribuer, et ça doit contribuer, au plan de retour à l'équilibre. J'avance, on est toujours sur le solde budgétaire en lien avec la loi sur l'équilibre budgétaire. Donc, toujours le bleu plus foncé, c'est les soldes budgétaires qui ont été présentés dans le cadre financier. Et dans le budget d'hier, on a mis quand même dans le cadre financier des écarts à résorber qui sont plus modestes en 2026 et qui augmentent progressivement 2027, 2028, là, etc. Vous voyez qu'ils augmentent. Donc, mais si jamais ces écarts à résorber-là ne se matérialisent pas, parce qu'ils ne sont pas identifiés pour le moment, si jamais ils ne se matérialisent pas,
le solde déficitaire avant écart à résorber se situe plutôt comme ça. Oui, le 11 milliards reste 11 milliards, mais l'année prochaine, on serait plus à 9,2 au lieu de 8,5. L'année suivante, on serait plus à 5,7 au lieu de 4,2. Puis les 2 dernières années, bien, vous voyez, on est à 5,7, 5,9 milliards. Donc, il y a déjà une condition d'être capable de combler les écarts à résorber. Comment on compte? Vous voyez ici, là, le tableau est peut-être plus clair pour l'ampleur des écarts à résorber identifiés, non, mentionnés dans le cadre financier, mais non encore identifiés comme manière de faire, comme comment on allait les résorber. Puis, il mentionne simplement, bien, ça va se faire par l'examen que je vous ai dit tout à l'heure des dépenses fiscales, l'examen des dépenses budgétaires, représentation auprès du gouvernement du Québec, du Canada pour avoir plus de transferts fédéraux, puis par les gestes que le gouvernement pose, essayer d'augmenter le potentiel économique. Donc, on comprend que le potentiel économique, ça ne s'augmente pas si rapidement que ça, mais néanmoins, c'est les éléments qui pourraient contribuer à combler ces écarts à résorber là. Donc, je poursuis. Juste pour dire, on a un déficit, on a dit que c'est un déficit record en termes de dollars en absolu. On a dit qu'il y avait quand même une importance significative en pourcentage. Après ça, comment ça se compare ça avec le déficit qui est soit fédéral ou soit des 10 autres provinces? Bien, on constate qu'avec les plus récentes données budgétaires, soit parce que des provinces ont présenté un nouveau budget, soit parce qu'on se base sur les données de la mise à jour économique de l'automne de ces gouvernements-là, et on s'aperçoit qu'il y a 7 provinces fédérales et 7 provinces qui ont un déficit pour l'année 23-24. Donc ça, il n'y a pas de surprise. Et quand on regarde concernant le plan de retour à l'équilibre budgétaire, s'il y a une date indiquée, bien là, il y a 4 provinces. Il y a 3 provinces que ça ne s'applique pas parce qu'ils sont en surplus ou à l'équilibre budgétaire. Et pour les autres provinces, bien, parmi celles qui ont une date de retour à l'équilibre, nous, on a la date la plus tardive. Mais il faut quand même dire qu'il y a 3 provinces et le gouvernement fédéral qui n'ont pas de date indiquée de retour à l'équilibre. Ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas se faire plus vite ou au même rythme que le Québec, mais ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas mentionné la date de retour à l'équilibre. Allons voir maintenant, quand on parle de cadre financier, évidemment, on a commencé par le solde, mais pour arriver au solde, ça prend des revenus puis ça prend des dépenses. Donc là, on va aller faire un tour du côté des dépenses, des revenus, pardon. Et donc, vous voyez, les revenus autonomes sont en croissance, grosso modo 4 par année en moyenne. Mais quand vous arrivez aux transferts fédéraux, là, vous apercevez que la croissance est beaucoup moindre, 0,5 Puis on observe même 2 années, 2024-25, où on observe 2028-29, où il y a une décroissance des transferts fédéraux légère, mais par rapport à l'année précédente. Donc, vous notez ça, là, les revenus autonomes augmentent plus vite que les transferts fédéraux qu'on reçoit d'Ottawa. Ici, si on regarde du côté des revenus autonomes, bien, on s'aperçoit, si on compare le budget de cette année à celui de l'année passée, on s'aperçoit aussi, c'est ça, pour l'année 23-24 qui va se terminer dans quelques semaines, bien, on pensait avoir une croissance de 1,8. Il n'y aura pas de croissance des revenus autonomes. Légère diminution de 0,1. Par contre, vous voyez que toutes les années suivantes, le budget présenté hier nous annonce que les revenus autonomes vont croître plus rapidement que ce qui était prévu dans le budget de l'année passée. Bon, si on décortique les revenus autonomes en disant, bon, impôt des particuliers, taxes à la consommation, impôt des sociétés, pardon, autres transferts, autres revenus autonomes, mais là, vous apercevez que grosso modo, l'impôt des particuliers a une progression autour de 4 qui est assez stable. Si vous regardez du côté des taxes à la consommation, vous ne le voyez pas, mais je vous dis, la croissance est inférieure à celle de la croissance économique. Puis du côté de l'impôt des sociétés, bien, on a une croissance entre 4,5 et 5 pour toutes les années, sauf l'année 27-28 qui a une croissance un peu plus faible. Maintenant, on regarde du côté des transferts fédéraux. Je vous disais dans la diapo précédente, il y a quelques diapos qu'ils augmentaient moins. Donc, on va faire une analyse un peu des transferts fédéraux. Donc, c'est la même chose que le total. C'est juste qu'on peut voir que
Du côté de la péréquation, il y a une diminution et une non-croissance, là aussi, sur certaines périodes, suite aux changements qui ont été annoncés dans le programme fédéral, mais ça remonte à quand même il y a 1 an. Et par la suite, vous voyez que le transfert canadien suit une tendance de croissance, mais qui est là, qui est réelle. Du côté du transfert pour les programmes sociaux, la croissance est beaucoup moins là. Vous voyez qu'on passe même en diminution avant d'être stable à 1,3 milliard, etc. Alors que les autres dépenses de programme, ben, ils sont moins élevés certaines périodes, là, comme ici, qu'ils l'étaient l'année précédente. Là. Donc, il y a des transferts fédéraux autres qui ont diminué. Si on va voir du côté des dépenses maintenant, mais vous voyez, si les gens avaient peur d'entendre le mot austérité, ben vous voyez qu'on ne le voit pas dans le total des dépenses de portefeuille. Il y a une augmentation annuelle qui est présente. Et si vous allez du côté du graphique de droite, ben vous voyez que la croissance économique, la croissance des dépenses de portefeuille cette année, 24-25, est beaucoup plus forte, et même pour l'année prochaine, est plus forte aussi que ce qui était prévu dans le budget d'il y a 1 an. Par contre, pour les années 26, 27, on observe une croissance qui est moindre. Pour l'année, pardon, juste 26, 27, on observe une croissance dans le budget d'aujourd'hui qui est moindre que celle qui était anticipée dans le budget de l'année passée. Bon, si on veut regarder par portefeuille, donc ici, on vous présentait les dépenses de portefeuille pris tout ensemble dans la diapo précédente. Maintenant, on va regarder par portefeuille. Bien, santé, éducation. Pour l'année en bleu, c'est l'année qui va débuter au 1er avril, 24-25. 4,2 pour la santé, 9,3 pour l'éducation, 3,5 pour l'enseignement supérieur, 4,5 pour l'ensemble des autres portefeuilles. Donc, il y a une croissance partout. Si vous allez voir du côté de l'année suivante, santé augmente un peu moins, mais à 3,2 %, éducation à 1 % après le boom de 9,3 %, 1,5 pour l'enseignement supérieur, et les autres portefeuilles augmentent néanmoins de 3,2 %. Ici, pardonnez-moi, ici, on regarde, si on veut retrouver l'équilibre budgétaire, il faudrait que le poids des revenus et des dépenses ait le même poids dans l'économie. Et vous voyez qu'à certains moments, en période de déficit, ben, les dépenses sont supérieures aux revenus. Et là, c'est ce qu'on observe actuellement. Et le plan qui a été présenté hier tente à nous montrer qu'en proportion de la taille de l'économie, c'est ce qui nous reste ici à combler pour que nous soyons à l'équilibre budgétaire. Donc, les revenus avant versement au fonds de génération égale les dépenses. Pas avant versement, mais sans prendre en compte les versements au fonds de génération. Et là, comme ça, si on comble cet écart-là, on serait à l'équilibre budgétaire. Je passe maintenant au plan québécois des infrastructures, donc un plan de 153 milliards sur 10 ans et un plan dont 60, là on ne le voit pas ici dans l'image, mais je vous montre, on va arriver à l'image un peu, 62 % des investissements vont servir au maintien des infrastructures. Et c'est le réseau routier, là on le voit dans l'image, qui obtient la plus grande part avec 22,6. Puis quand on ajoute réseau routier et transport collectif, c'est vraiment le tiers, près du tiers, qui est consacré au déplacement, que ce soit individuel ou collectif. Vous voyez, sinon, c'est éducation, enseignement supérieur qui arrive bon deuxième. Bon. Maintenant, comment a évolué ce plan québécois des infrastructures? À chaque année, on présente un plan de 10 ans. Donc, cette année, 153 milliards, il y a 3 milliards de plus que l'année précédente. Vous voyez par contre que les hausses étaient plus importantes depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Les hausses étaient plus importantes. Donc, c'est une hausse qui est plus modeste. Et vous voyez que dans les années de lutte au retour à l'équilibre budgétaire, vous voyez que le plan québécois des infrastructures n'augmentait pas. Donc, c'est souvent une avenue des gouvernements. Lorsqu'on veut retrouver l'équilibre budgétaire, on limite la croissance du plan québécois des infrastructures parce qu'il se trouve avoir des effets
retardés, mais des effets néanmoins sur le budget de l'État. Mais pour le moment, il y a une croissance, mais c'est la plus modeste observée depuis 2017 dans le plan québécois des infrastructures 2024-2034. Pardon. Donc, toujours dans le plan québécois des infrastructures, on porte une attention au déficit de maintien des actifs. Le déficit de maintien des actifs en milliards est en augmentation. Il est passé de 37 milliards en mars 2024, une hausse de plus de 2 milliards. Donc, le déficit de maintien des actifs est en détérioration. Mais quand on regarde ici la proportion anticipée des infrastructures en bon état, bien, on s'aperçoit que les infrastructures en bon état, la probabilité qu'ils passent, c'est qu'ils vont passer de 56 à 69 %. Donc, en consacrant une large part du plan québécois des infrastructures à l'amélioration des actifs existants, bien, on se trouve à avoir des actifs qui vont être en meilleur état. Donc, on a privilégié l'entretien des actifs existants plutôt que l'élargissement à de nouveaux actifs. Un peu ce qui peut ressortir de ça. Bon, on va voir du côté de la dette nette. Évidemment, la dette nette, quand on fait des déficits, quand on a des investissements qui, tôt ou tard, doivent s'amortir, ça a des effets sur la dette nette. Donc, la dette nette passe de 221 milliards à la fin de la période à 269 milliards. Donc, c'est quand même à considérer. Et comme je vous dis, une large part de ça vient du fait qu'on a fait des déficits. Et si je vous le montre, dans le fond, la tendance de la dette nette que nous avions en tête lorsque nous sommes sortis du budget de l'an dernier et l'évolution de la dette nette qui est en pourcentage du PIB dans les deux cas, suite au budget d'hier. Évidemment, le budget d'hier, c'est la ligne bleue en haut, nous amène à un ratio dette-PIB plus important que ce qui était indiqué dans le dernier budget. Et donc, on se retrouve avec une dette en proportion de notre économie plus importante. Maintenant, tantôt, je vous ai dit, on a modernisé, on a voté une nouvelle loi sur l'équilibre budgétaire en décembre dernier. Bien, on a aussi voté des changements dans la loi sur la réduction de la dette en décembre dernier, donc dans un projet de loi qui a été voté. Et ces changements-là, ça concerne essentiellement la fixation de nouvelles cibles basées sur la dette nette où le ratio dette nette PIB ne doit pas excéder 33 % du PIB en 2032-33 et ne doit pas excéder 30 % du PIB en 2037-38. Mais vous voyez que dans la cible, on parle de 33 ou 30, mais le ministre a quand même mis une fourchette, un intervalle en disant, si j'ai plus ou moins 2,5 %, on va considérer que la cible est atteinte. Et donc, vous voyez que si on projette l'évolution de la dette nette, on est au-dessus des objectifs fixés. Donc, en 32-33, on sera à 35,5, alors qu'on devrait être à 33. Et en 2037-38, on va être à 31,2, alors qu'on devrait être à 30. Mais si je reviens, donc on est à 35,5 en 2032-33. La cible devrait être 30. Donc, on est dans la limite de la fourchette, plus 0,2, 0,5, ça nous amène à 35,5. On est à la limite de la fourchette. Alors que pour 2037-38, on est dans la fourchette. On n'est pas à notre 30 visé, mais on est à 31,2, mais qui est en deçà du 32,5, bord maximal permis par la fourchette. Donc, je poursuis. Comment évolue la valeur comptable du Fonds des générations? Comme on fait des versements actuellement de remboursement de la dette à partir du Fonds des générations, donc c'est normal que la valeur comptable diminue. Donc, on le voit ici. Et vous voyez par la suite que le Fonds des générations va reprendre de la valeur sous l'angle
sous l'angle des versements qui vont avoir été faits. Ici, je vous présente la dette nette du Québec en proportion de l'économie, mais comment on se compare? On a une politique de remboursement de la dette, mais est-ce qu'on est plus ou moins endetté qu'ailleurs? Bien, vous avez votre réponse ici. Donc, parmi les provinces canadiennes, le Québec est la deuxième province la plus endettée, avec un ratio de dette nette PIB au 31 mars 2024 de 39 %. Et alors que la moyenne canadienne est de 9 points de pourcentage inférieur. On regarde le service de la dette, on entend souvent dire que le service de la dette, avec une dette qui augmente, va coûter beaucoup plus cher. À Ottawa, ça a vraiment marqué les esprits parce que le service de la dette a explosé en termes de coûts. Du côté québécois, on ne peut pas dire ça. Donc, vous voyez 9,7 pour l'année qui se termine, on monte à 9,8, on redescend à 9,6. Vous voyez quand même sur l'ensemble de la projection qu'il y a un alourdissement, mais qui n'est pas aussi marqué que ce qu'on a observé du côté fédéral. Bon, ça ferait le tour des éléments de finances publiques. On irait maintenant, mettons, du côté du potentiel économique et le fameux rattraper l'Ontario que le gouvernement du Québec, le ministère des Finances, s'est donné comme cible. Je vous rappelle que depuis quelques années, le gouvernement du Québec dit « Je veux rejoindre la richesse par habitant, mesurée en PIB réel par habitant de l'Ontario. Je veux faire ça progressivement. » La cible étant d'être à moins de 10 % d'écart de PIB réel par habitant avec l'Ontario d'ici 2026. Je vous rappelle 2026, là, quand on présente un budget qui est 2024-2025, c'est tout proche. Et d'éliminer complètement l'écart de richesse avec l'Ontario d'ici 2036. Bon, où en sommes-nous? Bien, on est dans la bonne direction, mais peut-être pas au bon rythme. Donc, il faut voir que l'objectif d'avoir 10 % d'écart de PIB par habitant avec l'Ontario semble vraiment difficile à atteindre quand on regarde les données actuelles. Et on voit aussi que l'ambition d'être à zéro en 2036, ben, c'est vraiment très ambitieux, là. Donc, ça va vraiment prendre des gestes qui augmenteraient le potentiel économique du Québec significativement pour qu'on atteigne la cible de 2036. Mais si on se concentre sur la cible de 2026, elle est vraiment difficile à atteindre. Faudrait dans le fond, ici, là, être capable de se ramener comme ça. Et nous sommes déjà en 2024. Bon. Allons voir maintenant les mesures ou les faits saillants qui touchent les mesures aux particuliers. Qu'est-ce qu'il y a dans le budget pour les particuliers? Il y a des changements aux critères d'admissibilité de l'allocation famille. Les changements touchent essentiellement les enfants handicapés. Donc, ceux qui ont l'allocation famille, mais qui ont le supplément pour enfants handicapés ou pour enfants, il y a un autre lourdement handicapé, là, mais vous voyez, donc, et ces changements-là, c'est des élargissements de critères. Vous n'avez pas besoin, les gens n'ont pas besoin de faire réévaluer leur enfant, c'est un élargissement de critères et c'est des ajouts de situations d'admissibilité supplémentaires dans les autres cas. Ce n'est pas un changement d'application générale à plein de familles, donc c'est vraiment pour les enfants handicapés. Et vous voyez que ce changement-là a un coût de moins de 5 millions sur 5 ans. Donc, ce n'est pas un élargissement non plus qui est énorme. Si on va voir du côté du régime des rentes du Québec, depuis plusieurs temps, les gens demandaient qu'il y ait des changements concernant la rente d'invalidité. Donc, il y a deux changements qui s'appliquent. D'abord, la protection des prestations pour les prestataires de rente d'invalidité qui atteignent 60 ans après le 1er janvier dernier. Donc, depuis le 1er janvier dernier, pour ceux qui atteignent 60 ans, on vient s'assurer, grosso modo, là, qu'il n'y aura plus de perte de prestations. Donc, au passage
de la rente d'invalidité à la rente uniforme d'invalidité et la rente de retraite. Donc, on vient s'assurer qu'il n'y aura pas de perte de prestations. Pour ceux qui atteignent 65 ans et qui ont une rente d'invalidité, à partir de 60 ans, on leur demandait, il y a le volet uniforme de la rente d'invalidité qui demeurait, mais on leur disait, demandez votre rente de retraite. Bon, la rente de retraite, elle est variable, mais si on la demande à 60 ans, il y avait une réduction de la rente par rapport à si on l'avait demandé à 65 ans. Et ce caractère-là était pénalisant. Et donc là, ce qu'on vient faire, c'est dire, oui, à 60 ans, vous allez avoir le volet uniforme de la rente d'invalidité. Vous allez commencer votre rente de retraite au montant auquel vous avez droit. Mais quand vous allez avoir 65 ans, on va considérer que la rente de retraite a été demandée à 65 ans sans qu'il y ait de réduction, entre guillemets, actuarielle parce que vous l'avez demandé plus tôt. Donc, c'est les seuls à pouvoir bénéficier de ça. Et ça va leur donner, grosso modo, un gain maximum de 3 930 $ par année. Et ça, pour les aînés, pour les handicapés, pour les bénéficiaires d'une rente d'invalidité, ça commence pour 65 ans et ça commence à partir du 1er janvier 2025. Oups, mon petit crayon fait des siennes. Bon, on reprend. Qu'est-ce qu'il y a du côté du soutien du revenu? Du côté de l'allocation logement, les critères ne changent pas, mais on prolonge, on garantit que le programme va durer plus longtemps. Il est prolongé jusqu'au 30 septembre 2027. Donc ça a un coût évidemment additionnel. Et du côté des bénéficiaires des programmes d'aide sociale ou de solidarité sociale, ceux qui font l'effort d'aller travailler, au-delà de l'exemption personnelle de revenus de travail qui est déjà compris dans les programmes d'aide sociale ou de solidarité sociale, au-delà de ce seuil-là, ben, pour chaque dollar que vous allez chercher en revenu de travail, l'aide sociale va être majorée de 10 %. Et ça s'applique en plus des autres programmes là, comme la prime au travail, l'allocation canadienne pour travailleurs du gouvernement fédéral. Et ça va être payé par l'aide sociale. C'est pour rendre le travail plus attractif pour ceux qui sont sur l'aide sociale. Ça va débuter au cours de l'année 2024. Puis vous voyez, c'est une dépense qui a une valeur de 10 millions sur 5 ans. Je vous avais parlé tantôt de hausse de taxes sur le tabac. Ben, si on ramène ça par cigarette ou par gramme de tabac, on parle de, avant le budget, c'était 18,9 cents. On augmente d'1 sou à partir d'aujourd'hui, donc le lendemain du budget. Et à partir du 6 janvier, on va augmenter d'un autre sou. Donc, 1 sou maintenant, 1 sou après le 6 janvier par cigarette, grosso modo. Et on anticipe des revenus additionnels de 300 millions sur 5 ans. Pas plus de mesures que ça pour les particuliers comme tels. Je vais aller voir du côté des mesures qui touchent les sociétés. Donc, je vous avais parlé tantôt qu'il y a déjà eu des changements aux mesures des sociétés, notamment pour les crédits d'impôt liés à la nouvelle économie. Donc, l'objectif de ces crédits d'impôt-là, c'est de stimuler l'innovation. Les crédits sont versés en pourcentage de la rémunération versée et ils représentent quand même 16 % de l'ensemble des dépenses fiscales qui sont offertes par le régime d'imposition des sociétés en 2023. Ici, je parle de 2 crédits en particulier. Donc, le crédit pour la production de titres multimédia, donc secteur jeux vidéo, et le crédit développement des affaires électroniques, donc le secteur logiciel et services conseils. En premier lieu, moi, ce que je veux vous dire, c'est le taux global, il n'est pas changé. On ne joue pas sur le taux global de ces crédits-là. On vient, par ailleurs, mettre un seuil de salaire admissible avant que le crédit débute. Donc, grosso modo, là, pour chaque employé, le premier montant équivalent au montant personnel de base, le premier, grosso modo, 18 000 et des poussières de dollars, n'entre plus dans le calcul du crédit. Donc, l'autre élément,
a priori, là, celui-là est plus contraignant. Le deuxième est pour être positif. Il y avait un plafond pour les crédits. Les plafonds pour salaire admissible par employé est enlevé. Et progressivement, dans les deux crédits, on va arriver à une portion non remboursable du crédit de 10 %. Le taux du crédit n'est pas bougé, mais il va y avoir une portion qu'il va falloir faire des profits au Québec pour pouvoir bénéficier de la portion non remboursable du crédit. Ça, c'est ma première diapo sur ces crédits-là. Ma deuxième diapo sur ces crédits-là, je vous avais déjà dit que le taux est inchangé, que la portion non remboursable irait jusqu'à 10 %. Mais je vous mentionne également que dans le cas du crédit multimédia, il y avait une prime aux Français de 7,5 %. Cette prime-là est entièrement maintenue et ne fait pas l'objet de la réduction vers les crédits, la portion non remboursable. Et donc, si vous regardez ici, pour le crédit CDAE, développement des affaires électroniques, actuellement, 24 % remboursable, 6 % non remboursable. À la fin, ça sera 20 % remboursable, 30 % non remboursable, mais dans les deux cas, l'entièreté du crédit donne 30 %. Dans le cas du multimédia, il n'y avait pas de portion non remboursable à ce jour, donc le crédit était de 30 % si je ne tiens pas compte de la prime aux Français, mais la prime aux Français est maintenue, comme je vous ai dit. Au terme de l'exercice, le crédit, ça va être 20 % remboursable, 10 % non remboursable, mais ça aussi pour un total comme ça de 30, donc il n'y a pas de changement. Bon, qu'est-ce que ça peut faire en termes de taux effectif du crédit sur les salaires admissibles? Donc, si on a un salaire admissible, disons modeste, plus faible, de 50 000, c'est comme le premier, il y a une portion non admissible, il va y avoir une plus faible portion du salaire qui va être admissible au crédit. Et dans les faits, pour quelqu'un payer 50 000, pour l'entreprise, le taux du crédit effectif passerait de 30 à 18 %. Par contre, si on va dans un salaire plus élevé à 100 000, comme il y a une portion plus admissible au début, mais il n'y a plus de plafond, donc vous apercevez que le taux effectif passerait de 25, il serait pratiquement échangé à 24,1. Mais si on a des salaires plus élevés, disons à 150 000, comme il y avait un plafond avant, le taux effectif était diminué à 16,7. Et là, comme il n'y a plus de plafond, le taux effectif va être plus important à 26 %. On observe la même chose dans le crédit multimédia. Donc, il y a, dans ce resserrement-là, il y a une volonté qu'il y ait plus de profits déclarés au Québec et il y a une volonté que ce soit des emplois à forte valeur ajoutée puisqu'on va payer les gens pour les crédits vont être plus généreux pour les gens payés plus fortement. Néanmoins, au terme des modifications, ça génère des économies pour le gouvernement par rapport au montant qu'on aura observé s'il n'y avait pas de changement. Je reviens quand même là, sur ce volet-là dans quelques diapos. Un autre changement qui a eu lieu, c'est concernant les crédits production cinématographique. Donc, évidemment, dans ce contexte-là, on veut promouvoir la culture. Donc, c'est des crédits qui sont établis en pourcentage des frais de production. Et ces crédits-là représentent, tantôt je vous disais, les autres crédits représentaient 16 % de toutes les dépenses liées à l'impôt des sociétés. Mais là, on est à 10 % pour ces deux crédits-là dont je vais vous parler. Donc, il y a un crédit pour les productions québécoises, puis il y a un crédit pour la production étrangère. Qu'est-ce qui est fait? Pour la production québécoise, essentiellement, on hausse le plafond de dépenses de main-d'œuvre de 50 à 65 %. Pour les productions étrangères, le taux de base est majoré, mais on réduit les dépenses admissibles dans les effets visuels et animation. Ces changements-là entraînent un coût additionnel de 86 millions entre 2024 et 2028. Et ces changements-là s'appliquent à partir d'aujourd'hui. Quand on regarde le coût là, je viens de parler de crédit multimédia, affaires électroniques, production cinématographique, il y a un coût de ces crédits-là. Et là, je vous ai dit qu'il y avait, d'un côté, il y avait des économies. Il faut bien comprendre, c'est même s'il y a des économies,
les crédits vont croître en valeur, ils vont juste croître moins vite. Et selon la donnée du budget, c'était que ces crédits-là vont croître à 4,5 durant les prochaines années, au lieu de croître à 8,4 Donc, on génère des économies en limitant la croissance de ces crédits-là. Il y a aussi un crédit qui, dans ce cas-là, est éliminé. Donc, crédit que le ministre des Finances, Éric Girard, lui-même avait mis en place dans le budget 2019-20, qui était une aide aux entreprises PME qui embauchent ou qui maintiennent en emploi des travailleurs d'expérience. Bon, c'est aboli à partir d'aujourd'hui et ça va générer des économies sur 5 ans de 251,9 millions. L'argument évoqué, c'est notamment, on pense qu'aujourd'hui, c'est moins pertinent que lorsqu'on l'avait mis en place, considérant la pénurie de main-d'œuvre. Est-ce qu'il y a d'autres mesures d'intérêt dans le budget? Ben oui, notamment l'évasion fiscale. Donc, on veut mieux lutter pour l'évasion fiscale et consacrer plus de sommes pour lutter contre l'évasion fiscale. Mais au net, on dit que chaque dollar investi va rapporter 5,33 $ en rendement de recettes fiscales additionnelles. Et les principaux éléments, là, ici on l'a vu, là, ben, c'est le changement notamment dans la sous-déclaration. Un des changements, c'est la sous-déclaration du prix de vente des véhicules usagés. Donc, quand on va transiger à la Société d'assurance automobile pour les voitures de moins de 9 ans, la TVQ s'applique sur le plus haut entre le prix déclaré et on a un livre là, qui donne les valeurs estimatives. Mais passé 9 ans, il n'y a plus de livres qui donnaient les valeurs estimatives. Et là, il y avait beaucoup de transactions qui se faisaient à 1 $. Et on cherche à corriger cet élément-là. Il y a un autre changement qui est digne de mention, c'est le programme Rouler vert. Donc, pour l'achat de véhicules électriques, hybrides, rechargeables, électriques usagés notamment. Et donc, ce crédit-là avait été mis en place en 2012. C'était pour réduire l'écart de coût entre acheter un véhicule électrique et acheter un véhicule à essence. Au fil des années, les écarts se réduisent d'eux-mêmes et le crédit, qui avait déjà été réduit il y a quelques budgets, bien là, va être encore réduit. Je vous donne un exemple. Pour l'achat d'un véhicule électrique, entièrement électrique, le crédit est actuellement de 7 000 $. Au 1er janvier, il va passer à 4 000 $ 2025. Au 1er janvier 2026, il va passer à 2 000 $ et il n'y aura plus de rabais. J'ai dit crédit, là, mais c'est rabais. Donc, il n'y aura plus de rabais à compter du 1er janvier 2027. Si on va dans les véhicules hybrides, le crédit est à plus modeste, 5 000, il passe à 2 000, à 1 000, il n'y en aura plus, etc. Ce qui est bon à noter, c'est que les bornes de recharge à la maison, elles, le rabais va continuer de s'appliquer et il n'y a pas de 600 $ par borne et il n'y a pas d'abolition de ce rabais-là. Et l'économie réalisée dans le cadre de l'élimination progressive du programme Rouler vert pour l'achat de véhicules, bien, ça ne va pas dans les coffres du gouvernement, ça va servir entièrement à la lutte au changement climatique. Il faut quand même le souligner. Ça met un terme, grosso modo, à notre présentation. Je vais juste vous dire après, si vous avez aimé la présentation d'aujourd'hui, je vous signale, peut-être je peux garder ça pour plus tard, Suzy, je dis ça tout de suite. Je vais le dire tout de suite avant la période de questions et durant que Suzy ouvre son micro parce qu'on ne l'entend pas de toute façon. Donc, si vous avez aimé l'expérience d'aujourd'hui, on répète la même chose avec le budget fédéral le lendemain du budget fédéral. Donc, le budget est le 16 avril. Le 17 avril, on peut se donner rendez-vous pour faire une analyse du budget fédéral. Et à plus court terme, lundi prochain, donc si on a parlé aujourd'hui du budget du Québec, si vous avez le goût d'entendre le ministre des Finances vous parler du budget du Québec, j'animerai avec Emna Abraham de l'Institut du Québec cette activité-là de Cercle Finance Québec. Donc, le ministre présente le budget et nous, on agit comme animation à l'égard des questions que vous pourrez lui poser au ministre dans ce cadre-là. Alors,
sans plus tarder, j'enlève la présentation et on peut passer à une brève période de questions parce que j'ai parlé un peu trop longuement. C'est bon. Quelques questions, en effet, plus liées aux finances publiques, parce que je pense que c'est l'enjeu pas mal aussi de ce budget-là. Donc, question, avec un PIB actuel ou anticipé, ou dans le cadre du PIB actuel et anticipé, comme ça, je vais comprendre la question. Est-ce que les conditions salariales des dernières conventions que la personne juge trop généreuses sont incluses finalement? Est-ce que les effets de ces conventions-là sont inclus dans les anticipations de PIB? C'est pas si clair que ça dans le budget, mais ils sont bon, inclus. c'est ça. Normalement, oui, ils devraient être inclus. Si ça génère de la création d'emplois ou autre élément, ça va être inclus. C'est ça. Bon, il y a quelque chose, c'est peut-être plus aussi une perception là, de penser que peut-être que les prévisions de dépenses des portefeuilles dans le budget passé de la mise à jour étaient peut-être plus basses en fonction en raison des négociations salariales de la fonction publique. Donc, il y aurait eu des éléments qui étaient moins clairs ou qui étaient biaisés. Et là, ça, je pense bon, je n'ai pas biaisé, je ne sais pas, mais je sais que le ministre devait être devant un dilemme, en tout cas, lorsqu'il a présenté sa mise à jour économique, c'est soit je mets plus de provisions parce que je sais que les conventions collectives vont me coûter plus cher que ce que j'ai budgété, mais là, je suis déjà en train de dire que je suis plus capable d'atteindre mon plan de retour à l'équilibre budgétaire qui avait été présenté en mars précédent, ou bien, ben, je laisse ma marge peut-être un peu insuffisante compte tenu de l'état des négociations, puis j'ajusterai plus tard. Mais puis à juste titre, il n'y a pas un ministre qui va dévoiler combien il a budgété pour les ententes, sinon il vient de dévoiler son jeu, là. C'est ça, exactement. Quelqu'un pose une question, je pense, intéressante. Même après l'optimisation de l'État, est-ce qu'on dépasse au-delà de nos moyens ou est-ce que je me trompe? Je pense qu'on est dans des notions de structurelles, conjoncturelles. Là. Je te laisse aller. Bien, a priori, là, c'est ça. On est dans une situation de déficit structurel et donc, pour arriver à retrouver l'équilibre, il faudrait soit augmenter les impôts. Je sais que peut-être que les gens ne veulent pas ça, mais que le premier ministre ne veut pas ça non plus, ou soit ralentir la croissance des dépenses. C'est le même qu'on corrige un déficit structurel. Ça veut dire que même si l'économie roule à son plein potentiel, les revenus sont insuffisants pour couvrir les dépenses, donc ça prend une action. Bon, l'optimisation est une première action, mais à terme, il va falloir aller plus loin pour que apparaisse le retour à l'équilibre budgétaire au terme de l'ensemble des actions d'optimisation. Là, on rentre dans une question peut-être en lien avec les définitions de dette. Là, c'est toujours un petit peu complexe, là, mais est-ce on suit la bonne dette en suivant la dette nette? Parce que ce que la personne indique ici, c'est que le poids de la dette qui représente les cumuls des déficits, elle est quand même en baisse sur la projection dans les années à venir. Donc, la mauvaise dette, elle serait quand même en diminution en poids. Donc, est-ce que le gouvernement n'aurait pas trop tendance à devrait porter l'attention sur le déficit après versement au fonds de génération? Et ça, qu'est-ce qu'il y a un mauvais choix de définition? Ben, on le voit. C'est toujours un peu délicat, là, ça. La dette, oui, bien, il y a plusieurs définitions. Quand le ministre avait la dette brute, on disait vous ne tenez pas compte des actifs. Après ça, quand c'était la dette qui tenait compte des déficits cumulés, ben, dès qu'il arrive une récession, cet indicateur-là va à la hausse, puis on perd la capacité de le diminuer. Fait que le ministre et d'autres organismes avaient dit vous devriez aller sur la dette nette. Et le principal avantage de la dette nette, c'est que c'est une dette qui est entièrement comparable avec les autres provinces canadiennes. Donc, on est sur la même définition. Et donc, c'est pour ça que le ministre a migré vers cette définition-là. C'est clair que ça tient compte, par contre, de tout l'enjeu de quand on fait des investissements en infrastructure, bien, tôt ou tard, on les amortit, puis ça a un effet sur la dette, là. On est déjà presque à la fin. J'essaie de voir. Il y a une série de questions, là, toujours. Peut-être que j'irai. On peut déborder de quelques secondes. De quelques minutes. Oui. Bon, OK, on va voir.
j'ai quand même posé une question qui est plus technique en fonction des mesures. Hein. On est quand même, on va voir si tu peux y répondre. Les modifications au CDAE et au CTMM. Donc, on est dans S. Ouais. Est-ce à partir du budget? Donc, est-ce que ça peut à partir de maintenant? Est-ce qu'il y aura-t-il, là c'est plus technique, y aura-t-il donc un calcul à faire jusqu'au 12 mars et un différent calcul à faire à partir du 13 mars pour un exercice qui comprend la date du budget? J'ai pas mes notes sous les yeux, là, mais c'est clairement à partir de post-31 décembre 2024. C'est pour les années financières des entreprises, sauf erreur, là, qui débutent après. Et donc, il n'y aura pas de calcul à faire avant et après la date du budget. Ça va être dans l'année, selon, mettons, au 1er janvier, ça va être dans l'année financière qui va débuter après cette date-là que les nouvelles règles vont s'appliquer. OK. Quelqu'un qui pose la question, au point de vue comptable, quel est le lien entre le fonds des générations et le service de la dette, le paiement annuel du service de la dette? Ben, quand on met de l'argent dans le fonds des générations, on a du rendement sur cet argent-là qui va servir plus tard à payer la dette. Mais notre dette, les intérêts se calculent sur la dette brute et donc notre service de la dette se paye sur la dette brute. Et donc, si on prend des sommes dans le fonds des générations et on paye la dette, on se prive de rendement futur, mais on atténue le service de la dette qu'on paie annuellement parce qu'il va y avoir eu le paiement de la dette. Bon, c'est bon. Ça, tantôt, c'était plus tranquille, là, ça se garoche dehors. Quelqu'un qui demande, est-ce qu'on peut penser qu'en retirant le fonds des générations, le déficit structurel serait plus de 2 milliards de dollars, autour de 2 milliards? Si en plus on enlève la provision pour éventualité, quel est le déficit structurel? Ben, il reste un déficit structurel C'est ça. en dépit de tout ça. Ouais. La dernière fois, on a fait l'exercice de scinder le déficit et de tenter de l'expliquer. Ça avait été dans notre mémoire sur les consultations prébudgétaires. Mais la provision pour éventualité, elle est par nature, si elle est utilisée, conjoncturelle. C'est ça. Si elle ne l'est pas, Exactement. c'est ça. Elle n'est pas structurelle parce qu'elle n'est pas supposée rester. Elle n'est pas supposée être utilisée si tout va bien. Oui, exact. Ben, je pense que malgré les questions, ça continue, là. Je pense qu'on va respecter un peu plus notre heure. Puis, fait que je t'inviterai à remercier, à faire le mot de la fin, s'il te plaît, Luc. Ben, un mot de la fin quand même assez simple. Je n'ai pas regardé tout le temps parce que j'étais occupé dans ma présentation, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient connectés. Donc, Oui. on vous remercie grandement de cet intérêt à nous écouter. Et nous, on a beaucoup de plaisir à préparer ce type d'activité-là, même si ça nous fait travailler très tard pour certains et très tôt pour les autres, pour arriver avec un produit de la sorte. Mais j'en profite pour vous remercier pour votre assiduité et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.